Donc maintenant, j'invite Madame Fabienne Dumont, qui est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'université Jean Monnet Saint-Étienne. Elle est spécialiste des rapports entre art, genre, politique et pratique artistique des années 1970 à aujourd'hui. Son travail, bon, sa thèse, ça remonte déjà, mais elle analyse l'engagement des femmes artistes au cours des années 1970 en France, un contexte essentiel pour comprendre le renouvellement des formes et des valeurs dans l'art textile et les pratiques expérimentales. Aujourd'hui, le titre de son intervention, c'est « Couture-peinture, anti-broderie et autres déviations textiles dans les années 1970 en France ». Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation à présenter voilà, un travail renouvelé mais issu de cette thèse. Donc ma communication s'appelle donc Couture-peinture, anti-broderie et autres déviations textiles dans les années 70 en France et se propose d'examiner la variété des créations textiles réalisées dans le contexte du mouvement féministe en France, avec l'idée de saisir les intentions des artistes lors de leur utilisation de ce matériau. À partir d'analyses menées donc dans le cadre de ma thèse éditée sous le titre « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 », j'ai regroupé quelques artistes en 6 thématiques qui sont autant de manières d'aborder l'art textile. Donc c'est une sorte de patchwork de pratiques textiles élargies que je vous propose. Dans cette cartographie, quelques expositions s'y intéressent et notamment dans le cadre du collectif Féminidialogue et de la Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne, qui est un des lieux importants, où plus de 65% de plasticiennes y exposent, tous pays confondus, même si la France n'y présente qu'environ 30% dans sa sélection, donc soit 2 fois moins que la moyenne des autres, enfin de tous les pays confondus. Alors, elles sont aussi accompagnées par des critiques comme Aline Dallier, qui réfléchit à une histoire contextualisée du rapport des femmes avec les ouvrages textiles en utilisant certains termes. Dans l'article « Les travaux d'Aiguille » paru dans les Cahiers du Griffe en 1976, elle associe les pratiques de couture et d'écriture par leurs fonctions économiques et communicatives. Je la cite. Situés entre assujettissement et révolte, les travaux d'Aiguille pourraient fournir aujourd'hui aux femmes l'occasion d'analyser leur oppression et leur refoulement sexuel et les conduire à la création. Dans l'article « La broderie et l'anti-broderie », paru dans la revue Sorcière en 1977, elle se montre consciente que, je la cite, « Dans l'ensemble, les ouvrages cousus, brodés et même tissés évoquent l'ordre, la stabilité et l'économie de la famille au sein de laquelle ils sont généralement entrepris. » Aline Dallier appartient à un large courant de revalorisation des pratiques culturelles féministes qui vise à les rendre égales à celles qui sont reconnues par le marché de l'art, faisant d'un certain art textile une contre-avant-garde, tout en encourageant vivement leurs autrices à apprendre des techniques plus variées et plus valorisées. Je vais maintenant m'arrêter à un panorama des démarches réflexives variées de ces artistes femmes. Tout d'abord, certaines artistes s'emparent de manière abstraite du textile. Pierrette Bloch déplace son travail de peinture abstraite vers des jeux de densité et de lumière menés avec des tissages de fil. Le fil apparaît lors de la réalisation pour un ami médecin d'une énorme couverture en ficelle de 80 kg qui libère les émotions. Enfin, ces émotions. Ces premières mailles, comme elle les nomme,
date de 1973 et nécessite environ 4 mois de travail. Le geste répétitif de tricotage évoque une écriture sérielle, une méditation sur le temps, le tissage de son propre espace-temps, où l'on peut voir l'influence des mouvements féministes qui valorisent l'expression par les savoir-faire féminins. Je la cite. « J'ai commencé les mailles à l'écoute d'une cadence, d'un mouvement, d'une ligne. Ce mouvement répétitif, sa durée, avait quelque chose de primitif, d'apaisant, d'enfin permis. Comme la succession des encres, cela tenait une rumeur à distance. J'ai cru trouver un fil, j'ai trouvé des mémoires. » À partir de 1978, son travail s'éclaircit. Elle dessine avec le crin des boucles dans l'espace à partir d'un fil tendu qui produit des variations de tonalité et de lumière et projette des ombres dans cet espace minimaliste, dont les matériaux évoquent une matière organique proche des cheveux humains. Elle utilise de la ficelle de chanvre, du filin goudronné, de la drisse perlée, du filin de polyester, de la drisse armée, du fil de lin, de la drisse à 3 filins, de la ganse de coton, de la ficelle à vigne, etc. Donc, cette énumération, et heureusement les traductrices avaient les termes, fait écho à la palette constitutive de cette œuvre, au formalisme simple. Je la cite. Cordage, ganse, ficelle sont là pour leur fluidité, leur poids, leur souplesse ou leur fermeté, pour toutes les possibilités formelles qu'elles contiennent en puissance. Je les ai choisis comme on choisit des encres ou des pinceaux. De la même manière, et si dans la majorité des séries d'art textile minimal des années 70, brode des signes énigmatiques abstraits, longtemps Essie a ruminé, c'est son terme, un art qui contribuerait à un changement social avant, dit-elle, de décider que c'était le tissu et le fil, parce que, dit-elle, se vêtir, se protéger du froid est une des premières nécessités de l'homme, un besoin vital. Vers 1968, surgissent des séries de constellations aux couleurs pâles, composées de points brodés ou piqués sur une toile libre, qui peuvent mesurer plus de 3 mètres de long. Elle réalise une dérive filaire à la surface de toiles de coton écru, affirmant au sujet de son art de la survie que, je la cite, « la plupart des femmes survivent à quelque chose ». Il lui arrive d'insérer de rares lettres et mots dans son œuvre. En 1975, « Oui, non, le droit de vote de la femme » est une photographie d'une œuvre de la série Trou, perforée de 2 mots, qui semble évoquer le vote de la loi Veil, du nom de Simone Veil, pour le droit à l'avortement, qui fait alors l'objet d'un large débat. Une seconde version, celle sur la diapositive, de mars 1975, est plus explicite, car les contours circulaires des trous formant les lettres sont brodés de fil rouge. Ces moyens sobres évoquent un événement important et traumatique avec délicatesse. Dans ces séries, les boucles de cette dérive filaire scandent des arrêts et des départs, forment des vagues, des cercles, des lignes qui nous plongent dans un sentiment océanique d'union avec le tout, de fusion réparatrice, qui appelle aussi le silence et le recueillement. La réutilisation d'apprentissages féminins typiques dans les œuvres de Pierrette Bloch et d'Essie sont autant un miroir de la libération féministe que l'ouverture à une création polysémique. Le deuxième regroupement concerne l'utilisation du textile pour déconstruire les stéréotypes portés
par le langage. Annette Messager dissèque les clichés féminins par d'ironiques mises en scène qui bousculent notre perception d'un bonheur apparemment bien réglé. En 1971, elle entame une cinquantaine de collections d'objets et divise son travail en Annette Messager artiste et Annette Messager collectionneuse. Les féministes critiquent alors la division des tâches entre vie privée et vie publique, car elle invisibilise le travail gratuit des femmes. Annette Messager décortique les croyances et l'univers quotidien par le biais des images et des idées diffusées par les médias, qui prêtent à rire une fois épinglées côte à côte. En 1974, pour ma collection de proverbes, elle brode ainsi des proverbes sur des mouchoirs afin de contrer les stéréotypes qui reflètent de pseudo-vérités au sujet des femmes. Par cette accumulation grotesque, elle met en évidence des sous-entendus collectifs, comme certains de ses proverbes le disent, « Quand la fille naît, même les murs pleurent » ou les femmes sont instruites par la nature, les hommes, évidemment, par les livres. Donc cet emploi de la broderie renforce le caractère archaïque de ces préjugés, ce dont l'artiste est consciente lorsqu'elle affirme, je la cite, que ce sont à la fois les gestes et les objets qui nous fabriquent une identité. Si on veut en changer, il faut rompre avec ces gestes-là et ces objets-là. Cette déconstruction, dénonciation, se retrouve dans le rituel dissolution dans l'eau organisé en mars 1978 par Léa Lublin pour dissoudre ces termes péjoratifs dans la scène, accompagné, on le voit notamment en haut du pont, d'un groupe de femmes issues des réunions de plasticiennes de l'époque. L'artiste veut mettre à nu les discours et les préjugés concernant les femmes et les peint donc sur une grande banderole, une grande toile revendicative qui interroge, et là on voit mieux le texte, « La femme est-elle une victime sexuelle ? La femme est-elle une image immaculée ? La femme est-elle une sainte mère ? La femme est-elle un sac à sperme ? La femme est-elle un phallus à l'envers ? La femme est-elle une propriété privée ? La femme est-elle le mâle, dans le sens MAL, du siècle ? La femme est-elle bonne à tout faire, etc. Donc toute une série de préjugés diffusés à l'époque, accolés les unes aux autres. Toutes ces interrogations deviennent évidemment ironiques. Elles déconstruisent les rôles sociaux assignés aux femmes et les croyances qui influencent la construction identitaire. Troisième manière d'envisager le textile, les corps sexués. Bernadette Jeunet expose en 1978 au Centre Pompidou Panoplie de B, qui comporte 4 panoplies de lingerie sentimentale, ces attributs de la femme rêvée, disposés comme des reliques sacrées, servant au culte d'une féminité édifiée par une société à la fois sexiste et consommatrice. Selon l'artiste, qui performe aussi harnaché de ses parures, comme à la Biennale de Paris en 1980, cet artisanat, c'est comme ça qu'elle l'appelle, artisanat millénaire des femmes, transforme le corps en objet de représentation. Les objets sont exposés dans un cadre et leur photographie en noir et blanc est collée sur le recto, le tout accompagné de 3 têtes en résine. Alors, je vous montre un détail de cette panoplie blanche qui est donc à droite, qui simule la grossesse pour celle qui enfile la parure. Donc on a un fœtus qui prend forme quand on actionne la poire de gonflage.
Et on a un soutien-gorge d'allaitement qui donne l'illusion d'une montée de lait quand on le masse. Dans la panoplie bleue, on a une culotte à plumes qui proclame « Good luck ». Sur la panoplie or, une photographie cousue sur le sexe représente deux mariés qui prononcent leurs vœux en lisant la Bible sous un Christ en croix, accompagné d'un portefeuille qui contient des billets de banque, donc une allusion au service sexuel payant. Elle parodie donc le mariage et la prostitution comme deux visions comme deux facettes d'une vision stéréotypée des femmes. La panoplie rose, en haut à gauche, associe des tampons menstruels à une culotte en dentelle et ils sont rangés comme des balles dans une ceinture. Donc cet aspect théâtral des conventions est mis en évidence par ces liens caricaturaux où les accessoires renforcent le côté comique de la situation. Orlan interroge également, par le biais de l'art, ce qu'elle nomme un art charnel, et elle interroge donc les liens entre féminisme et catholicisme, tout en affirmant ne pas avoir reçu d'éducation religieuse. Elle fait de son corps le lieu d'un débat public, un outil de lutte contre les normes du masculin et du féminin qui s'exercent par les pressions sociales sur le corps. Dans les années 70, elle s'intéresse aux tensions entre le pur et l'impur, l'incarnation et la sublimation, la sainteté et la prostitution. Dès 1968, Orlan adopte une position violente face à la perspective du mariage et elle réalise une première pièce brodée qu'elle nomme « Plaisir brodé ». Elle fait la tournée de ses amis, leur demandant, alors amis hommes, leur demandant de souiller une paire de draps de son trousseau de jeunes filles avec leur sperme. Puis, elle opère un travail de repérage des taches avec des broderies qui soulignent ces souillures de l'image virginale. Avec ces mêmes draps du trousseau, elle va réaliser des mesures rage, avec le deuxième rage à l'intérieur de mesures rage, d'institutions et de rues, qui sont une prise de contact de son corps féminin avec l'espace public. Dans un texte présenté lors des expositions, elle associe clairement la pratique du trousseau promue par les mères à celle du corps marchandise des prostituées. Elle transgresse la culture sexuée du mariage en se traînant au sol comme une traînée, on le dit en français. C'est un terme utilisé pour nommer les prostituées et elle impose par cette action une prise de possession de l'espace public. Elle lave sa tenue à chaque fin d'intervention et prélève l'eau sale pour ses constats. Les réactions du public sont parfois violentes, allant du simple rejet aux insultes et aux crachats. Orlan raille donc ses toiles de l'asservissement et y imprime les traces de son désir reconquis. Le textile est aussi utilisé, quatrième thématique, pour garder l'empreinte du quotidien. Raymond Darcier capture des revendications liées au corps des femmes dans ses grandes sculptures réalisées en maille de fer ou en serpillière usagée. Elle créait ses œuvres les plus marquantes alors qu'elle participe au mouvement féministe. En détournant une tâche féminisée, elle crée un symbole de la servitude domestique, un immense chandail kangourou immétable, de vastes sacs à provisions importables, une éponge à récurer que l'on voit ici d'1 mètre de diamètre, pour, dit-elle, porter à la connaissance de tous l'immense labeur des femmes. Une couverture de la revue d'en face, une revue féministe, reprend une de ces grandes poupées intitulée Au nom du père, donc elle est à droite sur la diapositive.
Une femme occupe l'espace du lieu d'exposition, du sol au plafond, bien campée sur ses deux jambes et les bras écartés en croix. 2,5 mètres de haut, 70 kilos, réalisé en toile de jute, capote, mousse de polyester, coton au crochet, coton, cuivre au point mousse, grillage, etc., fil de laiton, les baigneurs en plastique, en fait, voilà, toute une panoplie de techniques et de matériaux. Elle semble crucifiée aux tâches ménagères et sexuelles. Elle porte à chaque bras de lourds cabas remplis de courses, aussi longs que sa personne, donne naissance à un bébé qui pend entre ses jambes, enfermé lui aussi dans un filet de ménagère. 2 mains sont greffées sur ses seins, allusion au devoir conjugal longtemps imposé aux femmes. Donc on a des tâches ménagères démesurées, une maternité pesante, une sexualité subie et les dictates d'une beauté idéale. C'est une image à la fois ironique et terrifiante du sexisme ménager et de la servitude domestique qui nous est donnée à voir. Christiane de Castéras et André Marquet réalisent de grandes sculptures souples en hommage à leurs ancêtres et à la vie quotidienne, montrées dans les expositions féminines du groupe Dialogue que Christiane de Castéras dirigeait. Lors d'un entretien mené en 1998, Christiane de Castéras m'a expliqué avoir commencé ce travail textile lors du décès de ses parents pour leur rendre hommage tout en faisant son deuil. La grand-mère, en tissu rembourré, a été réalisée en 1977 environ avec André Marquet, le duo ayant conçu une dizaine de figures grandeur nature. J'en ai mis une deuxième en dessous. Le matériau est chargé d'affect puisqu'il s'agit de vieux vêtements ayant appartenu à sa famille, comme l'exprime Christiane de Castéras, je la cite. « J'utilise des broderies, des dentelles, des tissus provenant de ma famille. Le tablier de la grand-mère provient de mes beaux-parents ayant une blanchisserie. Les chaussures sont à moi. Elle est habillée de plusieurs couches de tissu. Le pied du grand-père est fait avec les fleurs de lin cultivées dans le jardin d'André Marquet. La chemise et le pantalon sont à moi. » André Marquet, donc la seconde créatrice de cette œuvre, évoque à son sujet une femme usée, déformée comme un vieux vêtement, désoccupée. Elle rend hommage au travail domestique et éducatif effectué par les femmes. Christiane de Castéras évoque aussi les douleurs mentales dues à la perte de ses fils, donc les fils de la grand-mère, et de son mari à la guerre. En 1979, les deux artistes se nomment les accouturières, donc une manière de s'opposer à la couture classique, les accouturières, et André Marquet parle de couture subversive en évoquant un passé difficile lié à la couture, qui était une punition dans son pensionnat, et donc son désir de se défaire de ce souvenir pour, je la cite, que coudre devienne un acte subversif. Donc la couture passe d'une technique traditionnelle oppressive à un instrument de libération. Cette vieille femme devient un symbole de la mémoire collective des femmes, réalisée à l'aide de ce qu'elle nommait les chiffons usés par la vie, et reflet de cette tension entre la tradition familiale et la revendication de changements sociaux. Cinquième utilisation du textile, celle du fil dans le cadre de performances. Aline Ribière, dans les années 70, créait des robes qui servent à des cérémonies, des actions libératoires qui sont, dit-elle, des supports d'images personnelles et de vécu de son corps. Ces objets sont donc un support pour expérimenter les interactions de son corps avec l'environnement. La première, la robe rouge, réalisée en 9 mois, est composée de tissu rouge, de pièces gonflées
et reliée par un galon rouge de paillettes, de perles et de plumes. Le rouge évoque le sang, les menstrues et la violence. Et sa structure évoque une maison à laquelle elle octroie un pouvoir magique de transformation, un lieu où, dit-elle, j'aurai des gestes que je ne sais pas, dans un lien au visage et coutumes que j'ignore, dans un temps que je n'ai pas vécu. Donc, cette robe est le lieu de métamorphose, en plus de sa signification culturelle de maison et de robe féminine. Aline Ribière réalise ensuite, pendant 18 mois, le filet, en laine gris foncé, qui enveloppe le corps comme une seconde peau et dessine ses mouvements entravés par le poids de la laine. C'est vraiment lourd, ce vêtement. Elle évoque, je la cite, un filet algue dévorant et enlisant que je ne peux jeter loin de mon corps que par l'énergie de la colère. Donc cette idée, voilà, d'exprimer la colère dans l'action. Donc cette masse compacte se déploie dans les airs lorsqu'elle est mise en mouvement, évoquant les algues rejetées sur la plage lors de sa retombée au sol. Aucun public n'assiste à ces rituels où les robes deviennent des sculptures vivantes et où se dessine aussi une forme de sensualité dans le corps à corps avec la matière. Ces vêtements forment des parures éphémères, symboles de la disparition, de la vie, de ses cicatrices, des marquages sociaux qui impriment leurs traces sur le corps. En écho, Françoise Janicot réalise sa première performance dans le cadre du mouvement féministe qui acte sa prise de conscience de son enfermement loin des préoccupations sociopolitiques et féministes. L'encoconnage répond à, je la cite, « la nécessité d'une image forte pour sortir de la situation difficile d'être artiste, mère et épouse à cette époque ». Pendant 20 minutes, elle va s'enrouler de ficelles des pieds à la tête en adéquation aux mots prononcés sur différents tons provenant d'une bande magnétique. Une série de photographies montre les étapes de ce travail jusqu'à l'étouffement, car elle respirait difficilement à la fin, puis la libération obtenue en coupant la ficelle. Donc, cette action atteste de la situation de l'artiste qui explique que l'encoconnage, ce fut le constat de l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire ficelé dans mon travail d'artiste par l'impossibilité d'être en communication. Il fallait que je montre que j'étais ficelée, complètement eue par l'existence, que ce n'était pas possible. Elle emprunte donc un élément clé de l'art textile, le fil, pour réaliser ce rituel qui lui permet d'accéder à une autre strate de conscience. Cette action est aussi à l'opposé d'un striptease et utilise des symboles, le symbole notamment des momies égyptiennes que l'on désire conserver hors de l'atteinte du temps, des victimes ligotées à leur chaise, ou encore l'idée d'une chrysalide cotonneuse qui se défait et qui s'envole. L'esthétique minimale de cette mise en scène de l'enfermement des femmes et de leur auto-libération contraste avec la violence de ces images en noir et blanc de l'encoconnage. Cette action lui a donné confiance et elle a ensuite utilisé la photographie. Dernière et sixième partie, dernier exemple, la dernière artiste de ce panorama, Neil Yalter, évoque les mémoires migrantes par la conception de la yourte ou topak ev, terme qui signifie maison et qui reflète les conditions de vie de nomades qui s'appellent les bektiks, les nomades qui vivent dans la steppe anatolienne en Turquie. Neil Yalter a remis en cause sa peinture picturale abstraite avec ce premier travail sociocritique,
les Bektiques, donc qui sont à l'origine de cette œuvre, étaient habitués à pérégriner, à se promener, à se déplacer en fonction des saisons. Ils fabriquaient également leur propre tente. Et la tente ronde était une maison de femmes que Nilialter est allé apprendre à fabriquer avec les femmes, puisque c'est les femmes qui la fabriquaient, sur place, dans ces steppes. Les femmes utilisaient des matériaux dont elles avaient l'habitude, la laine de brebis, des peaux de mouton, des feutres, voilà, des éléments qu'elles trouvaient dans leur environnement. Donc c'est à la fois une maison, un lieu aussi où elles vont être assignées toute leur vie, et le reflet de la cosmogonie des nomades cette tente était donc au cœur de leur vie. On voit sur l'image Nilialter en train de coudre les peaux ensemble. Sa reconstitution est modernisée. Elle a ajouté aussi des panneaux explicatifs sur les murs entourant la yourte. Et les parois extérieures de la tente sont aussi le support de textes qui expliquent les conditions de vie et les croyances de ces nomades. Et notamment, elle a utilisé des textes du romancier Yashar Kemal, qui a fort bien décrit l'emprise des propriétaires terriens, de l'urbanisation et de l'industrialisation sur les terres qui servaient de pâturage à ces nomades. Donc une certaine forme de mainmise sur ces terres, sur ces pâturages par industrialisation, urbanisation. Et donc les coutumes de ces nomades petit à petit disparaissent et leurs lieux de vie deviennent impossibles. Donc c'est une exploration ethnographique du vécu des femmes turques nomades, la reconstitution de leur maison, qui est une première étape dans le parcours de l'artiste et de son intérêt pour les populations migrantes. Elle va systématiquement inclure le point de vue des femmes dans son parcours et tenter de comprendre leur point de vue, leur situation, en les interrogeant donc de leur point de vue, et aussi une réinscription plus large dans la situation sociale, économique dans laquelle elle se situe. Donc c'est une œuvre textile un peu unique dans le travail de Nilialter, mais voilà, une véritable qui en fait véritablement partie. Donc cette cartographie, pour conclure, qui part donc d'une pratique abstraite et qui passe par différentes acceptions de l'utilisation du textile, de plus en plus politisées, nous emmène ainsi à l'articulation de sujets bien plus vastes que le simple acte quotidien de couture ou de broderie, pour évoquer les conditions variées des femmes, témoigner de leur lutte et transmettre leur mémoire. En se réappropriant ce matériau, les plasticiennes féministes en ont fait un outil militant particulièrement novateur. Je vous remercie pour votre écoute. Un grand merci pour ces... Ça marche, oui. Merci pour ce panorama des pratiques féminines, féministes, artistiques des années 70. C'est incroyable que ça continue quand même, qu'on a besoin toujours d'utiliser parfois le même langage, de parler de la même problématique. Il y a même le mouvement des artistes polonaises en ce moment qui continuent ce chemin. Là, on a le temps pour des questions pour nos deux intervenantes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Moi, ça m'a fait penser à ce qu'on a vu hier. Déjà, on en a peut-être pas reparlé hier, mais on a vu énormément de photographies d'artistes femmes au sein même de leurs œuvres. Moi, ça m'a beaucoup marqué, que ce soit Magdalena Abakanovic au sein de ses abakans, Tapta, Anna Lupache. Ces photos étaient magnifiques hier et il y avait presque la sensation d'un auto-engendrement de l'artiste au sein de son œuvre, notamment avec Abakanovic sortant des abakans.
Et là, vous poussez la réflexion de cet auto-engendrement encore plus loin lorsqu'on voit les encoconages de Jeanne-Nicot, c'est-à-dire que ça y est, le textile passe sur la peau, parce qu'on est aussi sur un rapport au body art et au corps dans la performance qui change dans les années 70. Et donc, on sent que même cette notion du vêtement, de la place du vêtement dans l'art que Valentin avait commencé à broder, c'est le cas de le dire hier, elle passe encore plus loin ici avec ce que vous nous avez montré avec Orlan et les mesurages. Donc, merci pour ça. Moi, ma question, elle est du côté des galeries. Est-ce que vous connaissiez des galeristes qui, à l'époque, ont proposé ce type de performance et qui ont aidé les artistes femmes et celles que vous nous avez présentées aujourd'hui? Ou est-ce que c'était des choses faites en dehors de tout mouvement, j'ai envie de dire, marchand ou commercial? Alors, j'allais dire, la galerie Donguy a dû montrer des choses, mais c'est plus tardif. Majoritairement, l'encoconnage de Françoise Jeanne-Nicot, c'est dans le cadre du mouvement féministe, donc des collectifs de femmes artistes qu'elles ont créés par elles-mêmes. Aline Ribière, ça a été fait en autonomie sur les plages. Elle habite à Bordeaux, donc c'est du côté de Bordeaux. Orlan, elle s'est accaparée toute seule, sans autorisation, avec tout le culot qu'on lui connaît. Elle est allée s'emparer des institutions, voilà. Parfois, je crois qu'il y a dû avoir quand même des accords, mais majoritairement, voilà, elle a fait les choses comme elle l'entendait. Donc, je dirais que non, il n'y avait pas forcément beaucoup de support, mais même quand on regarde Gina Pan ou Michel Journiac, c'est des premiers personnes importantes dans ces questions-là. Voilà, il n'y a pas toujours eu des galeristes soutenants ou soutenantes. Je pense que c'est arrivé plus tardivement. Et il n'y avait pas non, enfin, ça, pour moi, c'est pas une pratique qui était séparée du reste des travaux féministes. Quand on voit Léa Lublin, par exemple, avec sa banderole qui va être jetée, c'est pareil, c'était une action liée à tout un regroupement et des actions qui avaient lieu chez Françoise Jeanne-Nicot. Donc, c'est plutôt, il y avait un public varié, mais par contre, c'était fait dans le cadre de ces regroupements féministes. Donc, je dirais que c'est elles-mêmes qui ont créé les lieux et les endroits voilà, pour leurs histoires. Et je parlais aussi de Fémini-Dialogue au départ. Christiane de Casteras était assez ouverte. Elle avait invité aussi Orlan, par exemple. Donc après, Orlan n'a plus voulu y exposer parce que le truc, c'était pas assez avant-gardiste. Mais elle pouvait, en tout cas, elle avait pu y montrer des constats d'action. Oui, c'est bon. Merci. Et en plus, je ne veux pas complètement déflorer le sujet puisqu'on continue après la discussion, après la pause, avec les deux interventions sur Raymond Darcier et Fémini-Dialogue qui continuent. Oui, là, ma question, c'était est-ce que ces œuvres, aujourd'hui, on peut les retrouver quelque part? Il y a des musées qui les conservent? Parce que souvent, on met en dessous qui est le musée. Et là, je ne le voyais pas. Donc, je me demandais si c'est peut-être des choses qui ont disparu, qui étaient éphémères. Alors, on a de la chance. Je ne vous aurais pas dit ça quand j'ai commencé mon travail dans le milieu des années 90, parce que j'ai vu et connu tous ces travaux dans les ateliers des artistes. Il n'y avait rien quasiment en dehors, ou alors c'était conservé, mais il fallait vraiment chercher, demander pour avoir accès. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu une rétrospective une des premières que je vous ai montrées, de Pierrette Bloch au musée d'art contemporain de Saint-Étienne. Elle est montrée un peu partout, elle a eu des galeries, donc ça c'est vraiment une artiste, on en a dans les collections encore plus aujourd'hui. Et si a été remise à l'ordre du jour aussi assez récemment avec tout son fonds qui a été récupéré par la galerie Arnaud Lefebvre qui fait un travail de valorisation. Nili Alter, j'ai travaillé 20 ans avec elle au début, effectivement, il n'y avait pas grand-chose dans les collections. Aujourd'hui, tout s'est arraché et parti dans tous les musées, donc il y en a partout. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a à peu près pour toutes ces artistes, peut-être pas Christiane de Casteras encore, ça c'est encore des choses qui sont un peu restées à côté, mais pour les autres, oui, les musées ont tenté de rattraper difficilement leur retard. Donc oui, il y en a qui se trouvent maintenant dans les collections publiques. Et je n'ai pas effectivement nommé parce qu'il y a un mélange dans les images que j'ai montrées de choses dans des collections privées, dans des collections publiques. Les Annette Messager, par exemple, les broderies sur les mouchoirs sont dans les collections publiques. Elle est connue.
Orlan fait partie aussi des personnes connues, donc elle y est. Mais pour les autres, voilà, la plupart, maintenant, elles sont rentrées parce qu'il y a un intérêt quasiment commercial aujourd'hui pour ces années 70. Donc ça a permis voilà, de les faire, en tout cas pas forcément comme on aurait imaginé, mais en tout cas, il y a au moins quelques œuvres qui sont rentrées. Tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est une des questions notamment qui se pose pour Raymond Darcier, parce que moi, je l'avais rencontré dans son atelier, donc fin des années 90, et à ce moment-là, le problème, c'est que toutes ces œuvres ont été mangées par les rats dans sa cave. Donc les œuvres qu'on voit aujourd'hui, qui se retrouvent dans les musées, ont été refaites, ont été, voilà, ou en tout cas restaurées, hein, parce qu'elles étaient en très mauvais état. Donc c'est effectivement de vraies questions. Et souvent aussi, ces œuvres ont été faites pour être éphémères parfois. Donc il y a la reconstruction ensuite pour des collections. Ça se fait toujours. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Il y a aussi l'intervention de Madame Imco. Et sinon, je vous invite pour une pause. Donc, je vous invite à boire un café, un thé. Et on se retrouve à 11h. Donc, on a 20 minutes de la pause.